Vous présenter la planification de la plongée. Alors, à l'inverse des plongées air, comme on a l'habitude de le faire en plongée air, souvent on planifie légèrement les paliers pour savoir à peu près combien de temps on doit rester au fond. Mais dans la plupart des cas, les gens descendent sans avoir planifié vraiment leur plongée. Seul le DP souvent planifie sa plongée. En plongée trimix, c'est un peu différent. Le DP planifie encore plus la plongée par rapport aux décompressions vu qu'elles sont très longues. Et en plus, le plongeur, lui, doit planifier sa plongée par rapport à ses volumes de gaz qu'il doit emporter, par rapport à sa décompression. Et tout ça est induit encore de façon est encore augmenté par rapport au fait qu'on va plonger très profond et que les volumes de gaz à 2 ou 3 minutes de plongée supplémentaire peuvent être très 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 différents. On peut résumer ça sous une petite formule qui est plan the dive et dive the plan. Ça veut dire planifier votre plongée et plonger selon la planification. Alors, ça va être quoi? Ça va être en fonction de la profondeur. Donc en fonction de la profondeur, comme on l'a vu tout à l'heure, on a le choix des gaz qui va être différent, notamment le pourcentage d'oxygène et d'hélium qu'on va vouloir mettre. Le temps de plongée, hein, ça va induire des volumes qui vont être complètement différents si on fait une plongée de 10 minutes ou une plongée de 20 minutes. Et un autre paramètre aussi qu'on peut prendre en compte par rapport au temps, c'est la toxicité de l'oxygène, notamment pour les personnes qui plongent avec des recycleurs. En circuit ouvert, c'est un peu moins vrai parce qu'on sortira toujours dans des limites acceptables par rapport à la toxicité de l'oxygène. Il y a la décompression aussi. La décompression, elle va induire le nombre de blocs qu'on va devoir embarquer et puis la durée d'immersion. Il faut savoir déjà quel est le type de plongée que vous voulez faire. Si vous voulez faire 1 heure d'immersion ou 1 heure et demie, en fonction de la température de l'eau, etc. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. L'autre contrainte, c'est la redondance au niveau des gaz en cas de perte de gaz. Et suivant le type de plongée, les redondances devront être importantes. Et là, ça devient parfois un peu problématique. Enfin, il va falloir aussi s'assurer d'avoir tout planifié par rapport aux procédures d'urgence et affiner les contraintes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec Véronique, le what if. Donc, qu'est-ce que je fais si telle et telle chose arrive? Alors, bien évidemment, hormis le DP qui doit préparer toute sa plongée, le plongeur, lui, va devoir préparer son matériel. Alors, préparer son matériel, c'est savoir qu'est-ce qu'il doit emporter. C'est aussi connaître ce qu'il y a dans les blocs. Ça va induire le marquage, la vérification des mélanges. Ça va induire, par exemple, comme vous l'avez sur l'écran, la plongeuse qui a une petite étiquette au niveau du gaz d'écho. Eh bien, ça lui indique sur sa petite étiquette la profondeur pour pas mélanger les décos et pas avoir de risque hyperoxique. Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres pour éviter les problèmes qui pourraient être induits par ça, quoi. C'est aussi définir les responsables du projet. Alors, les responsables du projet, c'est quoi? C'est quelle personne va organiser les palanquets, va choisir peut-être les gaz, le type de plongée. C'est organiser à la surface aussi qui va rester faire le deuxième tour, mettre en œuvre les bouteilles de déco s'il y a des problèmes de panne de gaz et devoir mettre des lignes de décompression, ou au fond, qui va faire quoi. Par exemple, dérouler le dévidoir, le renrouler, ou alors assurer entre guillemets la direction de plongée, même si il n'y a pas de guide de palanquet dans ce type de plongée, quoi. Mais il faut qu'il y ait quand même un schéma conducteur. C'est préparer le matériel collectif, donc ça peut être du matériel supplémentaire, ça peut être par exemple des blocs air avec des plongeurs air qui peuvent venir aider en cas de problème les plongeurs d'écho. C'est prévoir le secours, hein, comme on a vu, c'est peut-être avoir des mélanges déjà préparés sur des lignes de mouillage prêtes à être mises à l'eau, quoi. Définir un plan d'urgence entre les plongeurs, un plan d'urgence par rapport au gaz, un plan d'urgence aussi avec le bateau. Qu'est-ce que je fais si on a une perte de visibilité ou si on retrouve pas les plongeurs. Donc, sachant que les décompressions peuvent durer parfois plus de 3/4 d'heure, donc il faut avoir pris ça en compte.
C'est établir aussi des paramètres qui sont faits aussi en plongée air, mais qui sont encore plus importantes en plongée trimix, c'est-à-dire l'environnement maritime et aquatique. Alors, quelle marée je vais choisir? Parce que même si on plonge à l'étale habituellement, bah là, ça marchera peut-être pas, parce que sur une étale, on va dire d'une demi-heure, si on fait 45 minutes de déco, bah, on sera plus dans l'étale. Donc ça veut peut-être dire choisir des coefficients adaptés, faire attention au courant, on se déplace pas, on fait pas les mêmes choses avec 4 blocs qu'avec un 12 litres, et puis choisir des conditions météo qui permettent de pouvoir remonter facilement sur le bateau au niveau de la houle, tout ça, qui sont pas toujours acceptables en plongée trimix. C'est définir aussi si on utilise la ligne de vie ou le fil d'Ariane au fond, donc forcément pour se repérer, mais aussi pour retrouver le mouillage en cas de besoin. On sait que c'est plus confortable en cas de lorsqu'il n'y a pas de courant de remonter sur une ligne de mouillage bien fixe, et ça peut aussi aider en cas de problème de wings ou autre. C'est de choisir le type de déco qu'on va faire. Alors, c'est-à-dire soit de la déco fixe, hein, on va remonter sur la ligne de mouillage, soit une déco dérivante. Donc, on se laisse embarquer par le courant, mais il faut faire attention, parce que avec 45 minutes ou une demi-heure, on peut se retrouver sur des rochers où le bateau peut ne pas nous atteindre. Donc, ça peut devenir gênant. Notamment, on a déjà vu ça sur Ouessant. Et puis aussi définir s'il y a plusieurs palanquets qui sont à l'eau, ne pas en mettre une palanquée qui remonte sur la ligne de déco et puis une autre qui remonte en pleine eau, parce que dans ce cas-là, on va se retrouver avec des palanquets très éparpillés, et ça devient difficilement gérable pour le pilote du bateau. Il faudra prévoir, comme vous l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, des procédures en cas de dérapage de temps et puis de profondeur. Prévoir une procédure en cas de panne de mélange, mais ça on l'a vu, hein, donc c'est dans l'élaboration de vos runtime. Qu'est-ce qu'on va faire si par exemple il y a le détendeur qui se met en débit continu? C'est par exemple isoler les blocs ou s'entraider entre plongeurs. C'est savoir procéder à l'isolation de son bloc, de son billes par la vanne centrale, le manifold qui se trouve dans le dos. Ça doit être appris avant. C'est pas le jour où ça arrive qu'il faut découvrir qu'on n'arrive pas à l'atteindre parce que le bloc est passé trop bas. Donc il fallait tirer les culots des bouteilles pour remonter un peu le billes ou des choses comme ça. Donc il faut l'avoir, tout ça, il faut l'avoir prévu avant. Pour que ça devienne, je dirais, machinal le jour du problème. Savoir aussi gérer les problèmes de wings, hein, c'est-à-dire maintien de la profondeur, le savoir en cas de problème maintenir sa profondeur, mais c'est aussi pouvoir peut-être remonter sans wings. Alors ça peut être soit avec le parachute, soit en utilisant sa sèche à plat. Donc il y a plusieurs techniques qui seront apprises par la suite dans vos formations pratiques. Qu'est-ce que je dois faire aussi si je m'égare du fond, si je remonte en pleine eau, donc comment je dois lancer mon parachute, voilà, donc tout ça c'est encore des éléments qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en plongée, puisqu'on remonte assez rapidement vers la surface. Et puis les problèmes de bloc ou d'étendeur, de décompression. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai un problème de bloc ou un problème de détendeur? Eh bien ça va par exemple, lorsque j'ai plusieurs bouteilles, c'est de pouvoir peut-être changer carrément de détendeur au fond entre deux bouteilles. Alors ça fonctionne si on l'a prévu avant, parce que si on a un pas en 26-200 et puis un pas en 5/8, ça fonctionnera pas. Donc il va falloir penser dans les bouteilles de déco, avoir les mêmes padines pour pouvoir les intervertir au cas où. C'est peut-être aussi récupérer le détendeur d'un autre de la palanquée, ou utiliser ou doubler. Si on perd un gaz, on double avec l'autre. Voilà, donc il y a toutes des procédures et il faut les avoir prévues avant. Donc les paires de déco comme on a vu. Ça peut être aussi des pertes d'informations. Si malheureusement j'ai mon timer qui fonctionne plus, ou mon ordinateur, eh bien c'est pour ça qu'il est impératif de plonger avec deux moyens de lecture d'informations, c'est-à-dire soit deux timers, soit
un autre moyen comme l'ordinateur qui peut être par contre débridé en mode profondimètre parce que sinon ça n'ira pas lors de la déco. C'est aussi en cas de perte de table, hein, perte de runtime, donc là c'est peut-être d'avoir une de secours dans la poche ou alors avoir un ordinateur Trimix qui permet de gérer même les pannes de déco et en live recalculer toute une décompression. Bon, la perte de son binôme, eh bien là il faut être autonome et redondant, hein, ça c'est... Il n'y a que pour les gaz-fonds que ça devient un peu problématique. Puis avoir réfléchi aussi à des choses qui ne devraient pas arriver, mais qui malheureusement peuvent survenir, c'est le chantre d'un palier ou d'une partie de la décompression dû à un gros problème. Voilà, qu'est-ce qu'on va devoir faire et puis si on perd de visuel le bateau, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que le bateau lui fait, c'est-à-dire par exemple savoir dans quelle zone est le courant pour trouver les plongeurs avec la dérive sur les cartes marines. Donc ça c'est assez facilement faisable ici en France. On a des moyens qui sont bien établis au niveau des cartes marines. Que faire aussi si j'ai un mauvais déploiement de parachute? Eh bien, c'est comme on l'a vu dans le matériel tout à l'heure, c'est d'avoir un deuxième parachute, un deuxième dévidoir, donc ça peut être un finger ou un autre dérouleur. Et en fait, là, ça peut être parce que le parachute s'est bloqué, il est remonté à la surface, donc on le laisse partir, on ne va pas se faire embarquer avec lui. Et de ce fait-là, on utilise le parachute de secours. Alors voilà tout ce qui est, je dirais, un peu gérable. Après, il y a des problèmes qui sont moins gérables. C'est la respiration des gaz, une mauvaise respiration de gaz. Alors ça ne doit pas arriver, mais malheureusement, c'est ce qui cause le plus de soucis en circuit ouvert actuellement. Où il y a le plus d'accidents. C'est la convulsion du halo 2 pour des personnes qui pourraient être sensibles à l'oxygène. Au bout de quelques dizaines de minutes de respiration, ça peut arriver, ça peut survenir. C'est que faire en cas de noyade aussi au Trimix, c'est pas facilement gérable, hein. On apprend au niveau 2, au niveau 4 à remonter des candidats. Avec des blocs de déco, c'est beaucoup plus dur. Et puis maintenir les paliers en même temps, Et puis le point aussi critique, c'est l'accident de décompression au Trimix. Que faire quand j'ai un accident de décompression? Là, c'est bien évident que une fois que la personne est sortie, il n'y a pas d'autre moyen que de faire la même chose qu'à l'air, hein, c'est-à-dire essayer de réhydrater si elle peut faire, prendre de l'aspirine si elle le veut bien, et puis la personne, et puis alerter les secours et mettre sous oxygène, quoi. Et puis enfin aussi, qu'est-ce qui peut arriver, c'est la narcose à grande profondeur, même si on met de l'hélium pour éviter ça, enfin c'est principalement pour éviter la narcose, mais ça pourrait survenir quand même dans les plongées aux alentours des 120 mètres, parce qu'on n'a pas choisi un bon équivalent narcotique, ou on a voulu tirer un peu sur l'oxygène, et là on peut se retrouver face à des problèmes de narcose. Alors pour planifier tout ça, déjà c'est quel trimix on va utiliser, parce que c'est pas tout, mais maintenant il faut savoir quel gaz on va choisir pour faire notre plongée. Dans ce cadre-là, on a fait un petit exemple donc d'une plongée à 60 mètres avec, on veut un équivalent narcotique de 30 mètres et une PPO2 maximum de 1,4, hein, donc ce qui est couramment admis pour les gaz fonds. À 60 mètres, donc on a une pression absolue de 7 bars. On sait que on veut une PPO2 de 1,4. Donc d'où le... On va donc sur le schéma, là, si on peut pointer sur le schéma. Donc on va donc diviser la PPO2 que l'on veut avoir par la pression absolue. Et ça va nous donner donc 0,20. 0,20 étant donc 20% d'oxygène dans le mélange. Pareillement, donc on veut une équivalence narcotique de 30 mètres, donc une ppn2 équivalent à l'air. Donc ça fait 30 mètres, c'est 4 bars. 4 bars fois 0,79, donc le taux d'azote qu'il y a dans l'air. Ça va nous donner 3,16 bars. Et ces 3,16 bars, on veut que notre ppn2 à 60 mètres
soit de 3,16 bars. Donc on va faire 3,16 divisé par 7, hein, la pression absolue à 60 mètres, et on va obtenir 0,45, donc soit 45% d'azote. Pour obtenir donc le taux d'hélium que l'on veut dans notre bloc, eh bien en fait c'est simple, hein, on sait que le mélange est à 100% au total, donc on va faire 100 moins les 45 et moins les 20 d'oxygène, et on va obtenir donc 35%. 35%, ça sera le taux d'hélium dans le mélange. Donc on aura donc un mélange de 20-35, hein, c'est-à-dire 20% d'oxygène et 35% d'hélium. Alors ça, c'est une chose, mais par contre, lors de la décompression, il va falloir prendre en compte la contre-diffusion isobare. Vous verrez ça un peu plus tard avec Jean-Yves. Y a d'autres phénomènes qui rentrent en compte, des phénomènes physiologiques et physiques qu'on n'a pas l'habitude de voir en plongée air, puisqu'en fait, on va utiliser deux gaz neutres et qui peuvent se cumuler. Donc au changement de gaz à la décompression, il est préférable de ne pas avoir une trop grande augmentation de ppn2, sinon on risque des problèmes de contre-diffusion. Dans notre exemple qu'on a choisi juste au-dessus, là, avec une plongée à 60 mètres, si on veut faire une déco, le premier changement de gaz à 30 mètres, on aura donc une ppn2, donc 30 mètres c'est équivalent à 4 bars. 4 bars fois 0,45, c'était le pourcentage d'azote. Ça va nous donner donc une ppn2 de 1,8 bar. Donc, si on veut respecter les deux contraintes du nitrox, c'est-à-dire avoir une ppn2 au changement de gaz normalement inférieure à celle du fond, mais on admet quand même qu'elle peut être au maximum supérieure à 0,5 bar, parce que sinon on a des problèmes et il faudra emmener beaucoup de blocs. Donc on accepte une légère augmentation, mais il ne faut pas qu'elle dépasse 0,5 bar. Certains disent aussi 10%, 10% du gaz, c'est-à-dire que par exemple si on plonge avec un 35% d'hélium, on peut voir, d'azote pardon, on pourrait augmenter et passer à 45%, mais pas plus. Et puis la deuxième contrainte, c'est de présenter une PPO2 inférieure à 1,6 bar, qui est la limite tolérable et qui est la limite imposée par le code du sport. Donc il faut donc faire avec ces deux paramètres pour choisir son gaz déco. Le problème, c'est que si on veut respecter ces contraintes, eh bien, il va falloir parfois modifier le mélange ou parfois modifier la profondeur. Et dans notre cas précédent, donc nous ne devons pas dépasser une ppn2 de 1,8 bar à 30 mètres, hein, soit 45% d'azote. Et on sait que si on a 45% d'azote, donc ça va nous donner 55% d'oxygène, hein, dans le cas d'un nitrox. Et si on est à, donc sur le tableau on voit bien là, si on est à 55% d'oxygène à 30 mètres, donc qui est équivalent à 4 bars, on va donc avoir une PPO2 de 2,2 bars. Donc là, le mélange est incompatible avec l'hyperoxie, parce qu'on ne doit pas dépasser 1,6 bar. Résultat des courses, il faut revoir notre mélange de décompression. On reprend le raisonnement, on va pas changer de gaz, mais par contre on va changer la profondeur. On va passer donc à un changement à 18 mètres. Et 18 mètres, donc c'est 2,8 bars fois 0,45, hein, le pourcentage qu'on se met d'O2. On va arriver à 1,26 bars. On va avoir 2,8 bars fois 0,45 le pourcentage de l'azote. Ça va nous donner 1,26 bars. Donc ça, c'est tolérable. Pour l'oxygène, donc on aura donc la différence, 55%. 55 à 2,8 bars, eh bien on arrive à 1,55 bars d'oxygène si on change de mélange à 18 mètres. Et là, on est en dessous de 1,6. Si on est en dessous de 1,6, ça passe. Donc on voit la différence, c'est qu'en changeant pas de mélange, mais en changeant la profondeur à laquelle on va prendre le mélange, eh bien on se retrouve dans des choses qui sont acceptables, puisqu'on va avoir une PPO2 de 1,54 et une PPN2 de 1,26, et on voulait une PPN2 inférieure à 1,8. Donc on va d'une part
être en sécurité par rapport à l'oxygène, mais aussi en sécurité par rapport à la contre-diffusion isobar. Alors, pour établir tous ces calculs, enfin tous ces choix de planification, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec Jean-Yves, il y a 3 moyens possibles. Donc c'est l'utilisation des tables existantes. Là, dans ce cas-là, le mélange va nous être imposé par la table. Donc on peut utiliser la MixEhatch et TDI ou alors un mélange d'écho de 70% pour INTD, hein, qui sont les 2 grandes références au niveau des plongées Trimix. Et par contre, ils vont nous imposer les paliers et puis les mélanges intermédiaires. Alors, on a aussi le deuxième moyen, c'est d'utiliser un logiciel de décompression. Dans ce cadre-là, on peut choisir les mélanges de déco qu'on veut. On peut aussi choisir la profondeur des paliers, notamment les paliers profonds ou pas. Plus ou moins la durée des paliers profonds, donc ça c'est intéressant. Pour revenir par rapport à ce qu'a dit Jean-Yves sur les nouveaux types de décompression, on va essayer de limiter un peu les paliers profonds qui vont être sursaturants. On peut prévoir des nitrox de décompression ou de l'oxygène pur à 6 mètres, ou les deux, et voire même des fois des triox, c'est-à-dire un mélange suroxygéné de trimix qui va permettre une meilleure acceptation de l'azote au niveau du changement de gaz lors des plongées hypoxiques et d'éviter les problèmes de contre-diffusion. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est à ne pas pousser trop loin les profils, c'est-à-dire ne pas dépasser des durées qui sont acceptables de 20 à 25 minutes dans la zone des 80 mètres. Si vous réduisez votre zone, vous pouvez augmenter un peu. Si vous allongez la zone de plongée, c'est-à-dire si on vous retrouvez vers 100-120 mètres, il faut les réduire un peu. Parce que sinon, on se retrouve dans une configuration qui va être complètement déconnante par rapport à la physiologie et de la décompression. Et les logiciels ne sont pas adaptés à ça. Et puis, un point positif aussi sur les logiciels de décompression, c'est qu'on peut induire des facteurs pénalisants. On peut jouer sur des curseurs et augmenter plus ou moins. Et ça va être intéressant, notamment dans nos eaux ici en Bretagne, puisque l'eau est froide, donc c'est pas toujours facile. On peut parfois faire un peu d'effort, donc il faut l'avoir prévu avant, mais on sait qu'on va faire un petit peu d'effort parce qu'il y a du courant, donc on peut jouer un peu sur le curseur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est lors d'une semaine complète de plongée trimix, on peut durcir le coefficient pour améliorer, je dirais, ces décompressions. Une fois les paramètres de décompression déterminés, donc on va devoir construire le runtime. Alors le runtime, il peut être fait soit écrit sur une planchette, soit pré-imprimé comme on le voit sur la photo, là, c'est-à-dire et puis collé sur une demi-gouttière ou sur une planchette de poignée. Et on va aussi devoir reprendre les profils de secours qui vont bien et qui sont avec. Alors quand c'est des planchettes de poignée qui sont à multiface, là ça pose pas de souci. Sinon, il faudra l'embarquer autrement avec ça. C'est-à-dire qu'il faudra prévoir un dérapage de temps. Alors pour les procédures de secours, c'est minimum 3 minutes, parce que quand il arrive un problème au fond, il faut avoir le temps de le gérer le problème. Donc si vous prenez 1 minute de dérapage, ça suffira pas, quoi. Donc c'est entre 3 et 5 minutes. C'est prévoir un dérapage de profondeur, comme vous l'avez vu avec Jean-Yves tout à l'heure, soit avoir plusieurs profondeurs sur votre runtime, ou alors avoir un ordinateur qui va vous le calculer, ou encore choisir la profondeur maximum à laquelle vous pouvez aller. Quand c'est le cas par exemple ici en Bretagne, on sait qu'il y a des variations de profondeur, on peut s'arranger et choisir la profondeur la plus importante. Mais dans ce cas-là, on se pénalise. On se pénalise par rapport au palier. Bon, ça sera dans la sécurité si vous plongez un peu moins profond. Et puis, choisir aussi le profil en cas de perte de déco. Qu'est-ce que je vais devoir faire au niveau de si je perds mon travel ou si je perds mon oxygène. Voilà. Donc voilà comment on peut arriver à amener ça sur un runtime pré-imprimé. Donc là, c'était le cas d'une plongée 50 mètres pendant 20 minutes. Donc on avait 2 gaz d'écho, un 36-64 et puis un 60-40. Et donc on a pour 50 mètres, 53 mètres et puis pour 53 mètres, 25 minutes. Donc là c'est la configuration extrême.
Mais ça, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors maintenant, depuis quelques temps, il y a l'arrivée des ordinateurs multigaz Trimix qui permettent aussi de plonger et de replanifier la plongée sous l'eau, ce qui est intéressant. On peut même changer un gaz sous l'eau. Bon là vous avez une marque, hein, il y en existe d'autres. Celle-là fait partie des moins chères, qui est relativement bien lisible puisque c'est un écran rétroéclairé et qui reste néanmoins abordable et qui devient de plus en plus intéressant, notamment en cas de perte de gaz d'écho. On peut rechanger et puis se retrouver avec une vraie planification. Et pour les moniteurs, c'est très intéressant pour gérer les plongées. Maintenant, pour tout ça, il faut quand même connaître ses besoins en gaz. Donc il va falloir établir sa consommation. Ça peut être fait dans les premières plongées. Il va falloir que vous établissiez vos consommations. Avoir ce qu'on appelle la mode. Hein, donc c'est savoir à peu près qu'est-ce que vous consommez avec en litres, avec un rapport surface. Valider cette consommation après plusieurs plongées et plusieurs mélanges. Et prévoir une majoration parce que malheureusement c'est pas toujours ce qu'on va obtenir vu qu'on va plonger dans des conditions qui sont parfois différentes, c'est-à-dire le froid, la méforme physique, on va changer de matériel, on va avoir un bloc de plus, donc la consommation peut être différente et donc on va toujours se laisser quand même un pied de pilote pour pas avoir de problème. Bon, en général, on se base sur une vingtaine de litres minute hein, en rapport surface et bon, on sait que les gens, au bout de quelques temps, ils descendent un peu. Il faudra aussi appliquer donc pour vos gaz la règle des tiers ou du double, hein, c'est-à-dire pour le gaz son, avoir un tiers de réserve, c'est-à-dire quand j'arrive au niveau du changement de gaz d'écho, il doit me rester encore un tiers dans mon bloc de gaz fond. Et puis prévoir le double pour les mélanges de déco. Pour tout ça, on va utiliser la formule classique que vous avez vue jusqu'à présent au niveau 2, hein, c'est-à-dire la consommation totale, c'est la consommation de surface fois la pression ambiante fois la durée de la plongée. Et c'est caractérisé par un petit tableau. Alors là, forcément, quand vous devez faire votre consommation sur une plongée à 100 mètres, ça devient un peu compliqué. Là, on a pris un exemple d'une plongée à 60 mètres pour une durée de 10 minutes. Donc on sait que la consommation surface, si je prends le tableau, donc on est parti sur 20 litres minute. Donc la pression ambiante sera de 7 bars. Ce qui fait qu'au niveau stock nécessaire au fond, je vais devoir donc multiplier ma consommation par le temps, par la pression absolue, et je vais avoir 1800 litres. Pour remonter, là je vais me baser sur une profondeur moyenne, hein, donc 20 fois 10 fois 3, ça me fait 600 litres. Et donc j'additionne les deux, ça me fera 2000 litres. On sait qu'on veut un tiers de réserve, donc un tiers de 2000, ça fait 666 litres. Donc on va additionner ça au stock nécessaire. On arrive à 2666 litres. Et si je plonge avec un bi de 10 litres, eh bien j'ai 2666 divisé par 20. C'est mon 2 x 10. Et je vais devoir avoir 133 bars dans mon bloc. On fait la même chose pour les gaz d'écho. Et donc on doit avoir dans le bloc 95 bars en gros. Alors vous voyez que c'est quand même assez compliqué, hein, un tableau comme ça à faire à chaque plongée. Et pour ça, maintenant, il y a des logiciels qui existent qui permettent de planifier ça beaucoup plus simplement. On va voir sur le descriptif. Et quand vous calculez votre runtime, qu'est-ce que va faire le logiciel en fait ? Lui, il va carrément vous dire, voilà, là on le voit sur le tableau ici, donc vous allez avoir, comme tout à l'heure, hein, le temps, la profondeur du palier, les gaz, la PPO2, et ici, en dernière colonne, on a la pression de la bouteille. Ça, c'est le cas de Dive Planner, qui est téléchargeable gratuitement sur Internet, c'est le logiciel Suunto. Et en fait, il va vous dire le volume qui vous reste au changement. Ici, par exemple, je suis parti avec 232 bars et quand j'arrive à ma déco en 60, j'ai changé de gaz et il me reste encore 154 bars. Donc là, j'ai pas de souci.
Ça, c'est dans le cadre donc qui marque pas en rouge, hein. Là, ce que vous voyez en rouge, c'est la PPO2 parce qu'en fait, on est limite à 1.4, hein. Et le logiciel, il avait été paramétré pour 1.4. Et puis, le même exemple, hein, si on avait pris avec un problème donc de gaz, et bien là, vous voyez ici, donc dans le même exemple, j'ai choisi volontairement une bouteille trop faible, et ça apparaît en rouge, et il vous met ici que la pression, elle est trop faible dans la bouteille. Donc ça, ça permet de clarifier les choses et d'être beaucoup plus vigilant. Donc, en cas de perte de gaz, il va falloir recalculer tout le runtime. C'est là l'intérêt de l'ordinateur multigaz. Ça veut dire qu'il faut avoir prévu dans sa planification. Et ça veut dire aussi que si on a des ordinateurs qui permettent de le faire en live, on va avoir une vraie déco. Une déco qui sera vraiment replanifiée. Alors que si on prend une perte de gaz écrite, on n'aura pas forcément le même calcul. Lorsque tous les éléments sont reconnus, il faudra aussi qu'on s'assure que qu'on ait bien une réserve de gaz fond, de travel et d'O2. Mais la réserve, elle doit être aussi sur le bateau en secours. C'est-à-dire qu'il faut avoir prévu les gaz pour les mettre au pendeur. Si on a perdu un gaz, on peut demander le gaz à la surface. Il faut donc avoir prévu ça et que le directeur de plongée ou le pilote puisse le mettre assez facilement et rapidement. Et quel type de procédure on va avoir mis en place pour faire la communication avec le bateau. Donc c'est pour ça que généralement, les plongeurs Trimix donnent leur runtime au pilote ou au DP qui reste sur le bateau pour savoir à quel moment, s'il y a un problème, le pilote comme ça saura quel type de gaz il faut qu'il lance au plongeur. D'autre part aussi dans la consommation par rapport au volume à emporter, il faut se baser sur son propre volume, mais il faut aussi planifier sa plongée par rapport aux autres plongeurs. C'est-à-dire que moi, si je consomme très peu et que je planifie une plongée de 20 minutes, est-ce qu'elle va aller à mon binôme qui lui consomme beaucoup? Et dans ce cadre-là, on risque peut-être d'avoir des problèmes de gaz avant d'arriver à la fin de la plongée. Donc il faut prendre ses propres consommations, mais aussi celles du plongeur avec qui on se trouve. Voilà, j'espère, je vous remercie pour votre écoute et puis